Je voudrais aussi, bien sûr, saluer chacune et chacun d'entre vous, les professeurs, les enseignants et les professionnels ici présents. Il me revient la redoutable tâche d'ouvrir cette matinée de réflexion et de sensibilisation à l'innovation dans le secteur, si j'ai bien compris, des routes et des rues. Je me garderai bien d'aborder des questions relevant précisément de l'innovation des routes et des rues, de vous parler par exemple d'un sujet d'actualité, si j'en crois les informations d'hier soir. Je veux parler des routes à énergie positive. Belle innovation de votre secteur à l'heure actuelle en développement. Non, j'axerai plutôt mon propos sur quelques questions générales relatives à l'innovation technologique et à son impact sur notre société. Et ma réflexion partira d'une idée simple, d'une idée répandue, d'un lieu commun. Nous serions en crise depuis 40 ans, depuis la fin des 30 Glorieuses. Effectivement, on parle beaucoup de crises. Crise économique, crise financière, crise sociale, crise morale. On ne peut nier la réalité de ce que l'on appelle la crise et dont chacun de nous peut mesurer les effets, notamment sur l'emploi. Mais la réalité de ce que nous vivons est plus qu'une crise. Parce que cette crise affecte durablement les multiples champs de la société. L'économie, les technologies, l'environnement, et j'en passe. Ce que nous vivons, c'est autre chose. Parce que cette crise ne traduit pas une simple panne ou des dysfonctionnements de système. Ce que nous vivons, c'est une mutation. Une mutation profonde et globale de la société. Ce que nous vivons, c'est tout simplement, puis-je dire, une révolution. Une révolution comme on a connu l'humanité à plusieurs reprises au cours de son histoire. Sans remonter à la révolution du néolithique, il faut mentionner les deux dernières révolutions qui ont bouleversé le monde. Au XVe siècle, la Renaissance, avec l'invention notamment de l'imprimerie. Et au XVIIIe siècle, la révolution industrielle, avec l'invention notamment de la machine à vapeur. Aujourd'hui, ce qui est nouveau et spécifique, c'est l'ampleur, la simultanéité, la rapidité des mutations de la société sous l'effet de 4 révolutions technologiques majeures, communément appelées NBIC ou Nano Bio Info Cogno, c'est-à-dire, en bon français, la révolution des nanotechnologies, des biotechnologies, des nouvelles technologies de l'information et des technologies cognitives. Ces technologies ont ceci de remarquable qu'elles sont interconnectées et se fertilisent mutuellement. Ainsi, la révolution numérique produit et diffuse instantanément, mondialement, massivement et parfois gratuitement le savoir et l'information. Et la révolution génétique permet de retarder le vieillissement, de prédire la maladie, de réparer les organes. Ces 4 nouvelles technologies sont en train de bouleverser le monde. Plus que ne l'ont fait les inventions de l'imprimerie et de la machine à vapeur. On maîtrise l'infiniment petit, on fabrique du vivant, on construit des machines pensantes et on comprend le cerveau humain. Nous sommes bien entrés
dans une ère nouvelle, dans un changement de paradigme de l'humanité. Et l'innovation dans tout cela, me direz-vous? Eh bien, l'innovation est au cœur de ces révolutions technologiques, au cœur des transformations structurelles, quantitatives et qualitatives. L'innovation est à la fois le moteur de la croissance économique et le moteur du développement de la société. Définir l'innovation est un exercice difficile, car l'innovation revêt de multiples formes. L'OCDE, dans le manuel d'Oslo, différencie l'innovation de produit et l'innovation de procédé. L'innovation de produit, c'est-à-dire de biens et de services, correspond à l'apparition d'un produit nouveau ou d'un produit existant incorporant une nouveauté. C'est l'innovation qui touche le grand public et à laquelle correspond la définition courante de l'innovation, généralement assimilée, à tort, j'y reviendrai, à l'invention. L'innovation de produit est source de profit, car l'entreprise innovante, la seule à fournir ce produit nouveau, peut, tant qu'elle est nouvelle, fixer des prix à un niveau élevé, en tout cas très supérieur au coût marginal. L'innovation de procédé correspond à la mise au point de l'adaptation de méthodes de production et de distribution. Méthodes de distribution et de production, bien sûr, nouvelles. La production assistée, par exemple, par ordinateur ou la vente par Internet. Elle permet une amélioration de la productivité et des coûts de production et ainsi elle permet de gagner des parts de marché. L'innovation peut aussi être organisationnelle et permettre la création d'écosystèmes d'innovation à travers, par exemple, des pôles de compétitivité ou des alliances de recherche. Les alliances de recherche permettent de décloisonner les relations entre acteurs d'un même domaine, de développer des partenariats et de coordonner des projets de recherche. Et les pôles d'activité permettent de regrouper sur un même territoire des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, privés ou publics, qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation. On distingue également l'innovation incrémentale et l'innovation de rupture. L'innovation incrémentale ne bouleverse pas les conditions d'usage du produit ou l'état de la technologie, elle apporte une amélioration de produit. Par exemple, lorsque nous sommes passés du téléphone fixe au téléphone sans fil avant l'arrivée du téléphone portable. L'innovation de rupture, à l'inverse, modifie profondément les conditions d'utilisation d'un produit ou accompagne un bouleversement technologique. Par exemple, lorsque nous sommes passés de la cassette VHS au DVD et plus encore du portable première génération au smartphone. L'innovation de rupture est issue d'une idée, d'une découverte, née généralement, mais pas uniquement, dans un centre de recherche, puis elle est valorisée et grâce au transfert de technologies entre laboratoire et industrie, via parfois un incubateur, eh bien, elle peut pénétrer le marché. Une innovation n'est donc pas une découverte, car elle se situe en aval de la recherche fondamentale ou appliquée. Une innovation ne se confond pas non plus avec une invention. L'innovation se distingue de l'invention en ce qu'elle parvient à déclencher un acte d'achat quand une invention trouve un débouché sur un marché pour répondre à un besoin et ainsi créer de la valeur,
alors il y a innovation. Ce lien au marché est une caractéristique essentielle de l'innovation. Pour conclure, sur ces innovations et imager mon propos, je répondrai à la question « Comment passer de la recherche à l'innovation ?» en disant « La recherche transforme beaucoup d'argent en savoir et l'innovation beaucoup de savoir en argent. » Mais le continuum recherche fondamentale qui engendre découverte, recherche appliquée qui engendre invention, recherche technologique qui engendre innovation, n'est pas immuable. L'innovation peut naître hors du champ de la recherche. L'innovation est imprévisible. Elle ne se décrète pas. Elle ne se planifie pas. Elle se constate par ses succès commerciaux ou sociétals. Alors, venons-en à une question que l'on se pose souvent. Comment se situe la France dans le domaine de l'innovation? La France est au 6e rang mondial pour la recherche scientifique. Mais pour l'innovation, elle n'occupe que la 10e place à l'échelon européen et le 16e au niveau mondial. Il y a là, vous le voyez, un écart important. Un écart d'ailleurs si important qu'on rencontre peu de pays qui ont une telle différence, un tel gap entre la qualité, les performances de la recherche fondamentale d'un pays et le niveau beaucoup plus faible au niveau de la recherche technologique qui engendre l'innovation. Alors vous me direz, la France a mis au point bien des innovations de rupture, le TGV, la carte à puce, l'ABS. Vous me direz, la France, la French Tech, avec ses 600 start-up récemment présentes au Salon des hautes technologies à Las Vegas, a su faire jeu égal avec les grandes puissances. Mais il faut reconnaître que la France n'a pas su, ces 20 dernières années, transformer ses atouts technologiques en atouts industriels. D'où un décrochage de la compétitivité de ces entreprises avec les conséquences que l'on sait sur l'emploi et les comptes publics. En France, nous cherchons beaucoup. Nous inventons souvent, mais nous innovons pas assez. Notre maillon faible, c'est le transfert. C'est la recherche technologique, dont le niveau est inférieur de moitié à celui observé en Allemagne, aux USA ou au Japon. Notre maillon faible, c'est aussi la grande difficulté qu'ont nos jeunes entreprises innovantes à croître, faute de financement approprié, de financement suffisant, et avec pour conséquence, dès qu'elles réussissent, d'être achetées par un groupe étranger. C'est pourquoi l'innovation est devenue ces dernières années une grande mission de l'État, au même titre que l'éducation, la justice, la recherche, la culture. C'est là un enjeu majeur pour la France d'aujourd'hui et un devoir pour la France de demain. Avec le lancement du plan Nouvelle Donne pour l'innovation et ses 40 mesures concrètes, avec les projets des 34 filières de la Nouvelle France industrielle, avec la reconnaissance dans la loi du transfert de technologie comme mission de la recherche publique, le gouvernement a engagé une véritable politique publique de l'innovation. Je ne présenterai pas, bien sûr, toutes ces mesures, tous ces projets. Je rappellerai seulement quelques décisions
emblématique. La création de la Banque publique d'investissement et de son pôle innovation. L'instauration du crédit d'impôt innovation, complétant le crédit d'impôt recherche qui a doublé ces 5 dernières années. La mobilisation des équipes pédagogiques de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur pour sensibiliser les jeunes générations à la culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation, pour les sensibiliser à l'apprentissage du risque et à l'acceptation de l'échec sur lequel on peut s'appuyer pour progresser. Ou encore la prise en compte des activités de transfert dans l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche et de leur personnel. L'innovation est devenue, par conséquent, une priorité de l'action de l'État. Je serais tenté de dire, est devenue enfin une priorité. Lors de la présentation de ses vœux au monde économique lundi dernier, le président de la République déclarait, je le cite, « Le monde change à une vitesse vertigineuse. Nous sommes au cœur d'une gigantesque mutation, due notamment au bouleversement du modèle productif par le numérique. Nous devons en tirer, poursuivait-il, toutes les conséquences, si nous voulons que notre pays garde son rang. Première conséquence, l'innovation est la clé de tout, elle concerne tous les domaines. Je partage cette conviction. Mais je constate aussi que l'innovation, aujourd'hui, fait débat au sein de notre société. On a vu ces dernières années se développer une crise de confiance dans la science, la technologie, l'innovation. C'est là un paradoxe, que la science, la technologie et l'innovation n'ont jamais été aussi puissantes, n'ont jamais autant apporté à la société. Certes, l'accélération du rythme de propagation des innovations pose à la société la question de sa capacité à intégrer individuellement et collectivement ces innovations. Mais la crise de confiance est bien là, caractérisée par exemple par l'interdiction des expérimentations de recherche sur les OGM et les gaz de schiste, par la contestation des recherches sur les nanoparticules, par les polémiques sur les cellules souches embryonnaires, par les inquiétudes suscitées par les ondes électromagnétiques sans que l'on ait à ce jour prouvé scientifiquement leur nocivité, par le refus du débat public sur l'enfouissement profond des déchets nucléaires au motif que débattre, ce serait déjà accepter des innovations dont on ne veut pas. Et le tout sous la pression de l'opinion publique et sur fond d'emballement médiatique. L'idée selon laquelle la science, les innovations conduisent au progrès recule. Les craintes et les peurs progressent, comme l'a souligné un récent rapport de l'offre parlementaire des choix scientifiques et techniques sur l'innovation à l'épreuve des peurs et des risques. Loin est le temps où l'on pouvait lire à l'entrée de l'exposition universelle de Paris en 1900 « Le progrès est la lumière des nations ». La France alors ne doutait pas d'elle-même. C'était la belle époque. Une ère de croissance économique et de propagation d'innovations technologiques majeures, l'électricité, le téléphone, le chemin de fer, la photographie, le cinéma. Le pays du rationalisme, le pays de Descartes, de Voltaire, de Diderot, choisissait l'espoir et le progrès. Aujourd'hui, en ce début de 19e siècle, les temps ont profondément changé. Par exemple,
en 2011. Le Parlement a révisé notre Constitution pour y inscrire le principe de précaution. On peut voir dans cette décision l'expression de l'inquiétude de nos concitoyens à l'égard du progrès. Sans doute eût-il été préférable d'inscrire, par souci d'équilibre, dans la loi suprême, et le principe de précaution et le principe d'innovation, yin et yang du progrès des sociétés, comme le rappelait Anne Lauvergeon dans son rapport Innovation 2030. Loin de moi d'affirmer que les innovations, les technologies contestées que je viens de citer sont sans risque. Mais force est de constater que la France, jadis si confiante dans le progrès, s'en méfie aujourd'hui. Et elle semble avoir peur de l'avenir. Oui, de plus en plus, nous avons peur de l'avenir. Je ne dirais pas que le progrès est sans danger, mais il n'est jamais dangereux de chercher, et s'il est légitime d'encadrer l'application des résultats de la recherche par la loi ou le règlement, la recherche doit demeurer libre sous peine de tomber dans l'obscurantisme. Voyez-vous, nous sommes, je crois, aujourd'hui à la croisée des chemins. Soit nous considérons que l'innovation n'est pas une priorité, et alors nous risquons de courir au déclin, notamment au déclin industriel, en continuant par exemple d'acheter à la Chine nos composants photovoltaïques, à l'Inde nos médicaments biogénériques, à la Corée nos composants électroniques de portables. Soit nous considérons que la mine de matières premières du XXIe siècle, eh bien, ce sont les matières grises et les innovations technologiques. Et alors nous retrouverons l'esprit de créativité de la Renaissance et de la Révolution industrielle. À l'heure où la croissance économique est en panne, où notre modèle social semble menacé, où nous doutons de l'avenir, il me paraît essentiel de réaffirmer l'impérieuse nécessité de l'innovation, moteur de la croissance et clé des grands défis auxquels nous devons faire face. La compétitivité internationale, la révolution numérique, la révolution climatique. Il me paraît tout aussi essentiel de dire que nous devons remettre l'innovation au cœur de notre culture, au cœur des politiques publiques, et ainsi retrouver foi républicaine dans le progrès. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre patiente écoute.